Merci, Monsieur le Secrétaire général. Donc, nous allons commencer nos travaux. Et ce matin, nous allons ouvrir ce colloque avec des présentations sur les plus anciennes traces de présence humaine en Afrique du Nord. Alors malheureusement, nos collègues algériens qui travaillent dans le site de Ain Nanesh ne pouvaient pas participer à notre réunion ce matin. C'est très dommage. Mais il y a d'autres points de présence très ancienne en Afrique du Nord, en Algérie, le site de Ternifine par exemple, et au Maroc, un ensemble de sites, il ne s'agit pas d'un site, mais de plusieurs sites qui se trouvent dans la région de Casablanca et qui ont été l'objet de recherches très intenses depuis de nombreuses années par une équipe franco-marocaine, des équipes franco-marocaines. Donc nous allons commencer ce matin avec deux présentations, une par Jean-Paul Raynal, qui a porté ses travaux dans la région de Casablanca pendant très nombreuses années, et puis ensuite par Camille Daujar et Denis Gératz, qui nous donneront une idée de la biostratigraphie de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du cadre chronologique dans lequel on peut placer tous ces sites en utilisant les faunes fossiles. Alors, les présentations sont des présentations qui durent 20 minutes. On va essayer de rester dans ce format-là sans trop le déborder. Et après chaque présentation, il y aura 10 minutes pendant lesquelles vous êtes invités à poser des questions sur la présentation. Donc, je vais donner la parole pour commencer à Jean-Paul Raynal. Très bien. Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux, malgré l'heure avancée. Je voudrais, avant de vous présenter cette communication, remercier mon ami Jean-Jacques Hublin, qui me fait le plaisir et l'honneur de m'inviter dans cette prestigieuse maison, comme le rappelait Monsieur le Secrétaire général. Puis je voudrais aussi lui dire qu'il ne me fait pas un cadeau, parce que présenter en 20 minutes 40 années de travaux au Maroc et le reste du siècle qui a permis la constitution de cet énorme conservatoire archéologique qui est la région de Casablanca, c'est pas simple. Alors, je vais être obligé d'éluder pas mal. Je vous prie de m'en excuser par avance, mais il y aura les questions de toute façon pour avancer. Donc, voilà. En fait, les données que je vais vous présenter sont des données qui s'inscrivent, comme l'a rappelé Monsieur le Secrétaire général, dans le cadre de la coopération franco-marocaine, qui fonctionne de façon effective dans les textes depuis 1978, mais qui fonctionnait déjà auparavant. Elle associe une mission des Affaires étrangères à l'Institut d'archéologie, des sciences de l'archéologie et du patrimoine du Maroc. C'est donc une mission qui a connu des directions successives, qui est actuellement dirigée par mes collègues Abderrahim Mohib et David Lefebvre, et d'où tous ces logos que vous voyez en bas. En fait, ces résultats dont je vais vous parler sont des résultats, bien entendu, qui ont été élaborés collectivement, même si chacun garde toute son autonomie dans la création intellectuelle. Et j'ai voulu rappeler ici les principaux acteurs des deux parties, la partie marocaine et la partie, on va dire, européenne, puisqu'il y a des collègues anglais qui sont associés, qui ont, depuis 1978, permis d'élaborer ces résultats. Donc je les remercie tous. Bien entendu, ils sont en fait pas tous sur l'écran, puisque, vous le savez, dans la démarche scientifique, il y a beaucoup de collaborations qui se font de manière ponctuelle, et donc à tous ceux que je n'ai pas inscrits, bien merci également.
Alors, je suis obligé de vous faire un peu d'histoire parce que la préhistoire ancienne du Maroc à Casablanca, c'est une histoire qui se structure au moment où le Maroc connaît ce qu'on appelle le début du protectorat français. Un petit peu avant, c'est au moment où le pouvoir marocain décide de construire un port à Casablanca. Et pour Casablanca étant déjà le poumon économique du royaume, c'est donc à partir de 1907 qu'il y a une volonté locale de construire ce port, et les choses se concrétisent petit à petit. À partir de 1919, c'est là que les travaux prennent un tournant extrêmement important, et que pour construire ces jetées que vous apercevez en bas à droite, eh bien, il faut de la pierre. Et rien de mieux que d'aller ouvrir dans les formations quaternaires consolidées qui forment le soubassement de Casablanca. Et en particulier, il y a une carrière qui est connue pour la qualité de son enrochement, c'est la carrière de Sidi Abderrahmane. Et donc, les travaux des carriers vont alimenter un certain nombre de blocs, un nombre considérable de blocs qui sont déversés dans la mer et qui constituent aujourd'hui toutes les jetées du port de Casablanca. C'est l'ouverture de ces carrières à Casablanca. Alors, il n'y en a pas une, il y en a tout un tas qui ont été ouvertes à la périphérie de la ville. Celle-là est la plus importante, on y reviendra. Et c'est ce qui détermine en fait l'engouement et les découvertes sur la zone de Casablanca. Dans cette étude qui se met en place, on va découvrir tout un tas de vestiges, des ossements animaux, mais surtout des pierres taillées, quelques fossiles humains, et il faut retenir trois périodes, trois moments dans cette histoire. Il faut d'abord retenir 1941, c'est la première monographie qui paraît et qui s'intitule « La place du Paléolithique ancien dans le Quaternaire marocain ». Elle est présentée par Neuville et Ruhlmann, publiée dans la revue Hespéris, et elle fait le point sur les découvertes de Sidi Abderrahmane en particulier. 1956, c'est le lancement du bulletin d'archéologie marocaine, c'est le numéro 1, mais c'est celui dans lequel Pierre Biberson et Camille Arambourg décrivent le gisement de l'homme de Sidi Abderrahmane, le premier fossile humain ancien trouvé à Casablanca. Et puis 1961, c'est la publication de la monumentale synthèse de Pierre Biberson en 2 volumes, le Paléolithique inférieur du Maroc atlantique et le Quaternaire du Maroc atlantique, 2 volumes sur lesquels tout le reste des travaux est quelque part fondé, parce que pendant toute cette période de formation de la préhistoire ancienne à Casablanca, eh bien, il n'y avait pas de chercheurs en poste, il n'y avait que des amateurs, généralement des gens issus de l'administration ou des militaires, qui faisaient des observations, qui concentraient ces observations et qui, à partir des années 50, invitent un certain nombre de géologues, de géographes à passer, contrôler leurs observations et élaborer avec eux un certain nombre de publications. Alors, à partir de 1961, date de la synthèse de Biberson, Biberson avait pratiqué les premières fouilles scientifiques à Sidi Abderrahmane, aidé en partie par Camille Arambourg. Il arrête ses fouilles et c'est une période de 1961 à 1975 pendant laquelle il n'y a plus de travaux qui se font. Il y a des ramassages qui se font en particulier dans la carrière, dans l'ensemble des carrières Thomas 1, Thomas 2, Thomas 3, qui sont faits par Philippe Berriro, qui est le fils du contremaître de la carrière, et c'est à lui qu'on doit les découvertes d'un certain nombre de fossiles humains, la première mandibule humaine de la carrière Thomas en 69, les restes crânio-faciaux de la carrière Thomas 3, qui seront publiés, tous ces restes, par Émile Enouchi, professeur de géologie à la faculté des sciences de l'université Mohamed V de Rabat, seront publiés entre 69 et 76.
alors que les restes lithiques et fauniques associés à ces découvertes sont étudiés et publiés en 1980 par Hélène Roche et Denis Geratz, qui à l'époque sont envoyés suite à des prises de contact du professeur Yves Coppens. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je le salue, voilà. Et ce que vous avez comme illustration là-dessous, c'est un des croquis qui a été fait à l'époque par Philippe Berrireau, qui suivait les travaux. Et vous voyez que ce sont des croquis très détaillés. Il a fait plein d'observations qui nous permettent, à partir de 1978, de repartir sur une période de coopération et de mise en place de fouilles systématiques. Alors, dans de nombreux sites de Casablanca, mais en particulier dans la carrière Thomas I, qui va être dégagée, l'exploitation étant arrêtée, va être dégagée, libérée pour les recherches à partir de 1988. Et c'est un exemple de fouilles extensives dans des niveaux très anciens. Monsieur le secrétaire général rappelait qu'ils sont datés autour d'1 million. Il y a plus de 100 mètres carrés ici, plus de 1000 mètres carrés, pardon, d'acheléens anciens qui sont préservés, et puis un complexe de grottes, vous voyez, qui est également exploité au même endroit, dans la même carrière. Il y a également eu en tout 80 carrières qui ont été identifiées dans la zone de Casablanca comme recelant des vestiges. Il y en a notamment une qui a été exploitée par notre collègue Denis Geratz dans la base de la séquence, vers 2,5 millions, qui vous en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, cette fouille extensive de niveau archéologique a livré, bien entendu, beaucoup de données. Il y a eu également beaucoup de faunes qui ont été découvertes, on vous en parlera, notamment des sites paléontologiques tout à fait insoupçonnés qui ont été découverts, parce que Casablanca était riche en industrie lithique, mais relativement pauvre en faune fossile, alors qu'aujourd'hui, la situation est complètement inversée. Il y a eu donc des trouvailles de fossiles humains en contexte stratigraphique assuré, parce qu'on va le voir tout de suite après, il y en a qui sont dans des contextes moins fiables. Et puis il y a surtout eu, avec le développement de toutes les techniques de datation liées à l'amélioration de la physique et de la chimie, des méthodes nucléaires, il y a eu la mise en œuvre de datations croisées qui permettent aujourd'hui de mieux cerner les différentes étapes de cette occupation ancienne. Alors, il n'est pas simple de vous détailler tout ça, donc j'ai choisi de m'arrêter sur 4 points. 4 points qui, en général, concentrent les réflexions. D'abord, le concept de longue séquence quaternaire de Casablanca. On va voir ce qu'il recouvre. Ensuite, la question d'une présence humaine ancienne, très ancienne, généralement désignée sous le vocable oldowien. Jean-Jacques parlait tout à l'heure des trouvailles, des découvertes et des travaux systématiques qui sont menés en Algérie sur des niveaux très anciens, dans la région de l'Aïn Neche. Il y a en Algérie effectivement une présence très ancienne. On verra ce qu'il en est au Maroc. Ensuite, le troisième point, vous parlez de ce qui forme le corps des industries préhistoriques de cette zone, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'acheléen, bien que l'acheléen ait été défini à Saint-Acheul dans le nord de la France, dans la vallée de la Somme. Mais bref, c'est un autre débat. Et enfin, vous dire 2 mots sur les représentants de la lignée humaine à Casablanca, puisque c'est une question qu'on se pose souvent. Qui a fait quoi? Eh bien, on va essayer de rapidement vous donner quelques éléments. Alors, premier concept, le concept de longue séquence quaternaire. Depuis les premiers travaux, à partir de 1912 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on s'est aperçu que la région de Casablanca était constituée d'une succession de dépôts sédimentaires, de formations sédimentaires qui sont en fait des formations complexes, sont des formations littorales. Elles rassemblent en leur sein non seulement des niveaux marins, mais également des niveaux continentaux, des paléosols, des sites paléontologiques et préhistoriques pour certaines.
Et en fait, elles s'organisent, ces formations, selon un gigantesque escalier qui part de l'océan et qui remonte jusqu'à l'aéroport de Casablanca, l'aéroport Mohamed V à Noisseur. Et sur une quinzaine de kilomètres, là, une vingtaine de kilomètres, vous avez en fait 7 millions d'années de dépôts qui sont accumulés. Alors on dépasse largement le cadre du Quaternaire, hein, dont la base aujourd'hui est fixée aux alentours de 2,8 millions, si je ne me trompe. Et on n'est plus dans une séquence quaternaire, en fait, on est dans une séquence Plio-Pléistocène, hein, dans cette zone de Casablanca. Et depuis le Miocène supérieur, il y a des sites paléontologiques qui permettent de caler les datations et de préciser l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette succession de dépôts? On a cette succession de dépôts parce que la zone de Casablanca est une zone qui s'est soulevée lentement au cours du temps, que chaque fois qu'il y a eu un littoral qui se constituait, eh bien, progressivement, ce littoral était porté en altitude, et que, comme on est sous un climat atlantique humide, eh bien, les dunes qui se développaient étaient immédiatement transformées, fixées, et donc on a un conservatoire exceptionnel qui fait que cette séquence est la seule séquence, en fait, stratifiés de plages soulevées et de dépôts continentaux associés, aussi développés en Afrique. Alors, pour fixer les idées, on est donc dans ce cadre du Quaternaire, hein, qui commence donc aux environs de 2,6 millions ici. Et en fait, la séquence de Casablanca commence au Miocène supérieur, hein, vers 6,5 millions, hein, et elle se développe, elle fossilise des dépôts tout au long de cette étendue temporelle, mais elle est très développée, très détaillée dans son dernier million d'années, hein, et on retrouve dans ce dernier million d'années de dépôts la complexité qu'on connaît par ailleurs aujourd'hui au point de vue climatique dans les carottes glaciaires, par exemple, hein, du Groenland, où on a toute une succession de variations des paléoclimats. Eh bien, on a, dans ce dernier million d'années à Casablanca, toute une succession de dépôts qui illustrent ces variabilités du géoïde, hein, de notre planète au cours du temps. Donc, une séquence exceptionnelle qui n'est plus quaternaire, qui est Plio-Pléistocène. Deuxième concept, généralement les peuplements africains et ailleurs procèdent de peuplements plus anciens. En Afrique, on fait dériver les peuplements du Pléistocène inférieur et moyen d'un ensemble de cultures matérielles bien identifiées dans le Pliocène supérieur et dans le Pléistocène inférieur et qu'on appelle l'Olduvai en Afrique orientale. Est-ce qu'on a en Afrique du Nord un développement similaire? Qu'en est-il? Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des indices extrêmement importants qui avaient été mis au jour en Algérie, autour de l'Aïn Anech. Qu'est-ce qu'il en est au Maroc? Au Maroc, on a un vrai problème parce que généralement les dépôts qui avaient été, les objets qui avaient été rapportés à ce que Biberson définissait comme les 2 premiers stades anciens de la Pebble culture marocaine, à Casablanca et en d'autres points du Maroc, eh bien, ces objets se sont avérés être des objets qui n'étaient pas taillés par l'homme, qui étaient des objets fabriqués naturellement, en particulier sur le site d'Al-Ourlam, aujourd'hui l'ancienne carrière des Prés à Casablanca, que vous avez ici dans une vue de l'époque des années 50. Eh bien, les objets qui avaient été récoltés, en fait, proviennent d'un niveau marin qui se trouvait à l'époque à plus de 10 mètres sous le niveau de la mer. Hein, et donc, tous ces objets ont été fabriqués par le concassage naturel dans la zone de battement des marées et absolument pas fabriqués par l'homme. Donc,
Premier point, des conditions géologiques qui font que ces objets ne sont pas taillés par l'homme. C'est vrai en d'autres points du Maroc, c'est vrai notamment dans le Rarb, cette grande dépression au nord de Rabat, hein, et c'est vrai en d'autres points maroc-oriental en particulier également. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que ces objets, souvent, on dit que la culture de l'Oldowayen, on dit souvent que c'est la culture du galet taillé. Hein. Bon, en fait, dans cette période de la science autour des années 50, il y a eu un engouement pour la recherche des galets taillés, et systématiquement, quand on trouvait du galet taillé, on considérait que c'était le témoignage de la présence très ancienne de l'homme, et on l'attribuait à l'Oldowayen. En fait, à Casablanca, le problème, c'est qu'il y a des galets taillés dans des cultures matérielles beaucoup plus récentes, des cultures du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, et un certain nombre de gisements qui ont été considérés par Biberson à l'époque comme représentatifs de ces stades sont en fait l'expression de cultures matérielles extrêmement récentes. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, voici un petit schéma stratigraphique, on est dans le Pléistocène inférieur, hein, vous voyez, il y a la carrière de Pré dont je vous ai parlé, il y a une autre carrière qu'on connaît qui a livré également des objets, et ce sont des géofacts, ce sont des objets fabriqués par la nature, et dans toutes les autres formations du Pléistocène inférieur, eh bien, il n'y a pas d'objets taillés in situ. Il y a dans les niveaux supérieurs des carrières, dans des tranches de terrain qui sont très récents, des galets taillés, mais qui appartiennent à des cultures matérielles beaucoup plus récentes. Donc aujourd'hui, il faut tirer une croix sur la présence d'industries anciennes à Casablanca. Je ne dis pas qu'il faut tirer une croix sur la présence d'industries anciennes au Maroc, puisque, et je le souligne, il y en a des industries anciennes en Algérie, il y a de fortes chances qu'on finisse par en trouver en stratigraphie au Maroc, mais pour l'instant, en tout cas à Casablanca, ces stades anciens de la pébaliculture n'ont pas d'existence réelle. Alors ensuite, le troisième concept, c'est le concept d'acheléen. Alors l'acheléen, c'est souvent matérialisé dans votre esprit par un objet emblématique qu'on appelle le biface, le coup de poing, la hache taillée. Et c'est comme ça qu'il a été décrit pour la première fois dans le nord de la France. C'est comme ça que le concept a été exporté en Afrique, où on a reconnu de l'acheléen. Il y a eu un grand débat dans les années 50 à 60 sur la question de savoir s'il fallait conserver le terme d'acheléen pour les industries à biface d'Afrique. Finalement, nos collègues anglo-saxons ont estimé que oui, ils voulaient continuer à conserver le terme d'acheléen. Donc, on parle d'acheléen africain. Et généralement, comme dans d'autres endroits du monde, quand on a une culture matérielle, on veut en découvrir l'origine, donc on appelle ça un acheléen ancien ou inférieur, entre guillemets. Et puis, il y a une phase de plein développement, on appelle ça la période moyenne, alors on a de l'acheléen moyen, et puis il y a une période d'achèvement culturel et de transformation vers autre chose, et on appelle ça généralement la partie supérieure de la culture, acheléen supérieur. Bon, très souvent en Afrique, on a eu une subdivision en trois termes, acheléen ancien, acheléen moyen, acheléen supérieur, qui calquait d'ailleurs celle qu'on connaissait en Europe occidentale, qui avait été définie en Europe occidentale. En fait, quand on regarde les industries présentes sur cette Afrique du Nord, tout à l'heure on signalait le site de Tirnif en Algérie, qui est un bon représentant de cet acheléen du bloc ancien. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. Il y a effectivement un acheléen ancien, qu'on appelle, nous, à Casablanca, le premier acheléen régional. Et puis, il y a ensuite un second acheléen qui est extrêmement diversifié. On va y revenir.
Donc aujourd'hui, notre conception de la structure de l'HLE1 en tant que culture matérielle au Maroc occidental sur la base de la séquence de Casablanca, c'est qu'il y a deux HLE1, un premier HLE1 et un second HLE1. Dans ce dernier million d'années, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était complexe en enregistrement stratigraphique, voici une coupe synthétique qui a été établie au fil des ans et concrétisée là par mon collègue David Lefebvre. Une coupe synthétique dans ces formations du dernier million d'années qui vous montre bien cet étagement successif de formations qui commence chaque fois par des dépôts marins, puis des dunes, et puis des retours de la mer, à nouveau des rivages, des dépôts marins, etc. etc. Et tout ça se balade entre le zéro actuel, ici, et puis donc un ensemble de datations et d'indices non publiés encore, mais qui nous permettent d'affirmer qu'on est là à 1 million d'années. Et puis, il y a un certain nombre de gisements fournis en particulier par la carrière de Sidi Abderrahmane, dont on parlait tout à l'heure, et par le complexe des carrières Thomas. Ces gisements se distribuent à différents endroits de la séquence. Et vous voyez tout de suite, donc, en vert, les sites de l'HLE1, du premier HLE1 régional, du bloc ancien de l'HLE1, et en rouge, des sites appartenant au second HLE1. Vous voyez que ce second HLE1, temporellement, il est très dilaté. Il commence vers 700 000, ici, 600-700 000, et on le retrouve jusque vers 300 000 dans ces carrières qui sont plus proches de la mer. Donc un dernier million d'années compliqué, dans lequel il y a énormément de sites et dans lequel on peut voir deux HLE1 s'identifier. Le premier HLE1, il a été découvert dans la carrière Thomas 1, dans ce système de calcaire marneux à la base de cet empilement stratigraphique. Il a été découvert en fait en 1988, au moment où on a pu à nouveau accéder à la carrière qui avant était en cours d'exploitation et difficile à suivre. Et il est caractérisé par des objets qui sont identiques à ceux qu'on connaît dans l'HLE1 ancien ailleurs en Afrique, qui sont essentiellement des pics, des objets pointus, avec quelques formes complètes des fois, et des objets qui généralement sont assez massifs, avec une base non retaillée, et dont on sait qu'ils peuvent servir d'objets de percussion en même temps que d'objets de perforation et de découpe. Alors, je ne rentre pas dans le détail de cet HLE1, mais je vais quand même vous montrer quelques objets pour vous dire que... Ah, j'ai des problèmes d'image, mais ce n'est pas grave. Si on regarde la façon dont ces objets sont façonnés, on a un façonnage de pointe et de bord concave qui est prédominant dans cette industrie du premier HLE1. Vous avez quelques exemples ici. Ensuite, ce sont des objets qui souvent sont épais, sont lourds. Et vous avez parfois une symétrie qui apparaît, et vous avez toute une morphologie d'objets voilà, de pointes diverses, qui sont très certainement des objets qui correspondent à des activités particulières. Alors, mes collègues archéozoologues vous diront tout à l'heure que ce sont des activités de boucherie, je les crois volontiers. Mais il y a également des... Alors, on fait de tout, si vous voulez. On découpe, on perfore, on concasse. Les stigmates de toutes ces actions sont préservés sur ces objets de l'HLE1, du premier HLE1. Dans le second HLE1, en revanche, on a des formes bifaciales qui sont souvent très grandes et parfois plus petites, mais qui sont la plupart du temps symétriques. Et on s'aperçoit qu'on retouche beaucoup plus les bords, on retouche les bases, on fait des bords convexes, des bords concaves, on porte beaucoup plus d'attention au façonnage des bords, et c'est certainement les bords qui sont utilisés pour des activités, en même temps qu'apparaît dans cet HLE1, ce second HLE1,
un outil particulier qui est le hachereau, avec ce tranchant très, très développé. Et ça m'amène à faire un petit retour en arrière. Les objets sont façonnés dans ce premier hacheléen le plus souvent à partir de galets ou de galets fracturés en deux, mais il y a également des objets qui sont fabriqués sur blocs naturels, des blocs naturels qui sont choisis et qui sont sommairement retouchés. Associé à cette industrie lourde, c'est ce qu'on appelle en langage africain les large cutting tools ou les heavy duty tools. Eh bien, associé à ça, il y a toute une série d'objets qui sont façonnés sur des petits galets de silex qui sont récoltés dans les plages marines de Casablanca, mais ces silex viennent de l'intérieur des terres, à 70 km du littoral actuel, du plateau des phosphates, et sur ces petites galets de silex, il y a toute une technologie adaptée avec des systèmes de percussion, des systèmes de production de tout petits éclats de silex. Et c'est cette ambivalence. Dans ce premier hacheléen et dans le second hacheléen aussi, on a des objets lourds et on a des objets très petits façonnés sur le silex. Il y a déjà une recherche de la matière silex pour fabriquer des choses très petites et au tranchant très efficaces. Alors, c'est un panorama très rapide que je vous brosse, mais le temps passe, j'en suis déjà à 19 minutes. Je vais maintenant vous parler du dernier point, qui est celui des représentants de la lignée humaine à Casablanca. Alors, le premier fossile découvert, c'est le fossile de Sidi Abderrahmane en 1955. Il est décrit ensuite par Arambourg et Biberson en 1956, qui le rattache aux formes qui avaient été découvertes par Arambourg à Tirnif en Algérie. Donc, il le rattache à Atlanthropus mauritanicus. Puis ensuite, ces restes sont revus. Jean-Jacques Hublin propose de les rapporter en 2001 à Homo rhodesiensis. Dans la littérature, on voit sortir et apparaître tout ça regroupé sous Homo heidelbergensis, voire sous Homo sapiens archaïque. Et le statut donc spécifique de ces fossiles anciens de Casablanca a varié au fil du temps, mais actuellement, les recherches approfondies sont en cours, notamment avec l'équipe de Jean-Jacques au Max Planck, et très certainement, on aura des données beaucoup plus précises d'ici quelques mois. Mais il y a une réalité terrain qui s'impose pour ces sites à Casablanca. Il y a d'une part des sites qui ont été découverts, donc comme l'homme de Sidi Abderrahmane. En fait, il a été découvert dans un repère de hyènes dont le terrier traverse les dépôts de la grotte des Littorines, et finalement, on ne sait pas très bien d'où il vient dans ce remplissage, si ce n'est que globalement, il est inscrit dans la grotte des Littorines. Il y a ceux qui ont été découverts, je vous le disais auparavant, par Philippe Berriro dans les carrières Thomas, et qui ont été découverts en coupe ou en surface. Et on ne connaît pas précisément, on n'a jamais pu replacer précisément la mandibule de Thomas I dans la stratigraphie de la carrière Thomas que nous avons redégagée, même si on a de fortes suspicions sur l'endroit d'où elle peut provenir. Et puis, il y a des restes qui ont été découverts en surface d'un remplissage de grotte, dans la grotte de Thomas III, certes fossilisés par une pellicule de calcite qui est en cours de datation, mais les voici, ces restes de Thomas III, sont des images scanners que je dois à Jean-Jacques Hublin. Et ces restes-là, finalement, on ne sait pas très bien, on sait grosso modo d'où ils viennent, mais ils n'ont pas été découverts dans un contexte stratigraphique très fiable. En revanche, ça c'est la première mandibule de la carrière Thomas I, qui avait été découverte par Berriro. En revanche, depuis 1994, ce qu'on a découvert dans la carrière Thomas ont été découverts en cours de fouille, même si certains, comme ce fémur, ont été identifiés tardivement au milieu des restes fauniques. Ils ont été découverts dans un contexte lithostratigraphique détaillé, clair, dans un contexte biostratigraphique que je laisse à mes collègues le soin de vous détailler éventuellement, micromammifères, macromammifères, et dans lesquels il y a tout un panel de datation qui nous permettent de dire aujourd'hui que tous ces restes ont été découverts
dans des niveaux qui se déposent immédiatement après le stade isotopique marin 19, c'est-à-dire après 760 000 ans. Et on le dit ça depuis 2010. Bon. Pour ma part, je considère que c'est plutôt dans un âge ancien, vers 600 à 700 000, qu'il faut les positionner. Et à mon sens, ils constituent d'abord un répertoire important, parce que à côté d'une mandibule de vertèbres inconnue pour cette période ailleurs, hein, d'une mandibule de jeune enfant, d'un fémur, il y a aussi des restes crâniens et des restes dentaires nombreux isolés. Moi, je considère qu'il représente la première humanité qui apparaît au début du Pléistocène moyen en divers endroits de l'Afrique. Et à ce sens, ils sont tout à fait originaux et importants parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Bon, alors c'est ces hommes qui ont été découverts à la carrière Thomas, mais qui sont également présents dans la grotte à côté, dans la grotte des rhinocéros de la carrière Thomas III. C'est ces hommes qui vont avoir des comportements culturels qui vont se diversifier au cours du Pléistocène moyen, qui vont buissonner. Vous avez vu les variations morphologiques de ce second Tacheléen. Il y aurait beaucoup à dire, en particulier sur l'apparition de techniques de débitage de la pierre particulières qui sont inventées, comme le débitage levallois au cours de la fin de cette période. Et c'est ces hommes qui vont donner naissance, en tout cas qui sont immédiatement antérieurs à ceux qu'on connaît dans le Middle Stone Age, les fameux sapiens anciens qu'a décrit Jean-Jacques Hublin il y a 2 ans et dont il vous parlera aujourd'hui. Donc je pense qu'on a à Casablanca un témoignage absolument exceptionnel de la présence d'une humanité au début du Pléistocène moyen qui continue à se diversifier au long du Pléistocène moyen et qui est immédiatement antérieure à la période qui voit la naissance du Middle Stone Age et les formes humaines qui ont été décrites au Djebel Iroun. Je voudrais finir par une question importante qui est celle du patrimoine, de la préservation du patrimoine, puisque ces sites de Casablanca, vous le comprenez, sont importants, non seulement à nos cœurs après tant d'années, mais aussi pour le patrimoine marocain et pour le patrimoine mondial. Alors, dans la carrière de Sidi Abderrahmane, Pierre Biberson avait identifié tout un tas de sites et fouillé en partie entre les bulldozers, entre les tirs de mine, exploité ces sites, notamment la grotte des Litorines ici, qui avait livré l'homme de Sidi Abderrahmane. Bon, les travaux de 1961 à 1979, voilà, jusqu'à 1979, ces travaux ont avancé. La carrière s'est élargie, vous voyez, et le site de l'homme de Sidi Abderrahmane a complètement disparu. Mais aujourd'hui, cet espace est protégé dans un parc archéologique et avec un centre d'interprétation associé. Et donc, on transforme ce site, qui est à la fois une réserve archéologique, également en vecteur de connaissances et en conservation et transmission de patrimoine. Alors, il y a beaucoup à faire encore, bien entendu, vous l'avez compris, à Casablanca, mais aujourd'hui, les sites classiques de la préhistoire de Casablanca sont sous la ville, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais d'ouverture de carrière et les moyens mécaniques d'aujourd'hui pour creuser des tunnels d'égout, pour faire tout un tas de choses, sont tels qu'on ne voit plus de cavités. Tout se passe en souterrain, tout est bétonné immédiatement, etc. Et il n'y a plus d'accès à des coupes naturelles ouvertes pour le géologue et le préhistorien. Donc cette période est révolue à Casablanca. On ne pourra plus accéder à des sites. Il est d'autant plus important de conserver ceux qui sont ouverts et menacés par le remblaiement, vous le voyez, comme la carrière Thomas. Et il faut bien entendu continuer à intensifier les études de tous ces matériaux qui sont sortis. C'est ce qu'on commence à faire avec une série de monographies. Et maintenant, je vais passer la parole à mes collègues paléontologues et archéozoologues qui vont vous parler de la grande richesse de ces faunes de Casablanca. Je vous remercie de votre attention.